Donc bienvenue sur En Touche, l'émission qui prend le temps de parler sport avec tous les acteurs et tous les acteurs et les différents acteurs concernés. Aujourd'hui, on est avec Marc Azzolini. Bonsoir. Euh, Marc est un ancien pilote de rallye et un ancien agent de sportifs de haut niveau. Aujourd'hui, tu as une agence d'événements plutôt axée sur l'automobile. Mais la première question qui me vient, c'est déjà, quel est ton rapport au sport? Qu'est-ce qui t'a amené vers le sport? Euh, on habite d'abord dans une région de montagne. Je ne sais pas si on voit un peu de neige à travers les carreaux. On habite dans une région de montagne qui est assez propice au sport. Et il est vrai que quand on était plus jeune, on passait notre temps à skier, à conduire, à trouver des motos, à voilà, une vraie vie de jeune, quoi. Et puis parfois certains tournent mal. Voilà, ce qui a été mon cas. Donc j'ai fait de ces amusements un jour euh, un métier, mais sans le savoir au départ, parce que tu commences simplement comme ça pour faire plaisir à tes potes à conduire une voiture, et puis quelqu'un décrète que finalement c'est pas si mal, et puis toi tu t'en rends compte aussi, et puis tu ne t'en rends pas compte, mais tu mets le doigt dans un engrenage, et puis ça te passionne, et puis ça te fait lever le matin, et puis tu découvres quelque chose, et dans un univers nouveau pour toi, qu'on appelle le sport. Mais tu viens d'où précisément? Tu dis que tu viens de la montagne, mais tu viens d'Albertville, tu viens d'Italie, comme le nom peut l'indiquer. Si tu veux que je te fasse tout le truc, nous on vient d'Italie, mais alors les montagnes sont comme ça, donc avant on habitait là, et puis maintenant on habite là, quoi. C'est pas si loin. Ouais. Donc oui, oui, les familles d'émigrés, on vient tous d'Italie. Alors peut-être que effectivement, si tu poses la question, c'est intéressant parce que les gens-là ont tous été un peu baignés dans cette passion de la mécanique, du sport automobile, des belles voitures. Ouais, c'était peut-être qu'au départ, il y a peut-être Peut-être un gène. un petit truc dans l'ADN, ouais, j'en sais rien. Bon, je suis un petit peu. Je suis peut-être tombé là-dedans sans m'en rendre compte. En tout cas, c'était pas du sport à l'époque, hein. C'était de la passion, c'était des engueulades, c'était des. Voilà, quand ça parle le dimanche autour de la table de Formule 1 ou autre chose. Puis toi, t'es gamin, t'écoutes, t'es loin. Mais, mais voilà, après, tu te retrouves de l'autre côté de cette montagne, là, dans nos Alpes. Puis voilà, avec tous ces jouets, avec tous ces potes. Puis C'était peut-être ton qu'un jour. environnement. Ouais, peut-être qu'un jour ça te rattrape. Peut-être qu'un jour ce mot, enfin pour moi c'était l'automobile, peut-être que là ça résonnait comme ça. Alors ouais, ça t'emporte. Donc ton premier coup de cœur, c'était l'automobile, c'était pas le ski du coup. Bah on aimait tout, Ouais. on aimait tout. On aimait faire de la moto, on aimait faire du ski, on aimait tout pourvu qu'on soit dehors. On aimait assez peu l'école, pardon, c'est pas bien de le dire, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était plutôt pas bien. Mais on avait des parents qui étaient cool, et puis c'était des années peut-être où il y avait plus d'insouciance. C'est ces années 80 où on avait le droit d'essayer, donc parmi tous mes potes qui ont mal viré, si on peut appeler ça mal viré, il n'y en a pas beaucoup qui se sont ennuyés plus tard, parce que quels que soient les milieux, certains le ski, bon bah moi le ski ça faisait un peu mal aux jambes, alors du coup je me suis retrouvé dans une voiture, puis ça faisait moins mal aux jambes, mais bon c'est des facultés que tu as comme ça de t'intéresser à un truc plutôt qu'un autre. Moi, ça résonnait un petit peu. Et ouais, je me suis retrouvé presque par hasard dans une voiture de course. Ça a duré combien de temps le fait de conduire une. Ah bah ça a été dévorant parce que je suis tombé dedans. T'as attaqué à quel âge par exemple? J'ai attaqué moi quand j'avais véritablement quand j'avais 22 ans. Ouais. 22 ans. Avant on bricolait, on se comparait, on se mesurait. Mais à 22 ans c'est devenu sérieux. Donc là, à 22 C'est ans, passé du stade à j'aime bien conduire et je veux gagner des courses. ah, j'aime bien conduire, mais là, d'un coup, je veux que ça ressemble à quelque chose. Donc, je veux me donner les moyens d'aller un peu plus loin. Donc, ben, Les moyens de gagner les 1000 pistes, les moyens de gagner. ouais, ouais, les moyens de gagner les courses qui se pratiquaient à l'époque. Mais au départ, c'est plutôt
Rien ne se fait par hasard. Moi, j'ai choisi le rallye parce que bon, j'avais de bonnes facultés à conduire des voitures de piste, mais ça m'intéressait moins, c'était des monoplaces. Moi, j'avais besoin d'évoluer avec une équipe, ce qui n'est pas le cas ce qui est le cas en piste, hein. On conduit toujours avec une équipe. Et moi j'avais un copilote, et puis on est dans la nature, quoi. Il y a un contact avec la nature, il y a une lecture des éléments qui m'intéressait. Je retrouvais en fait tout ce que j'avais fait. Quand tu vas skier, quand tu skis là, tu dis là c'est très au nord, la neige sera meilleure, là on est au sud, ça va être moins exposé, on va être comme ça, tu as une lecture de la neige. Je retrouvais un petit peu ça dans le rallye, moi. Quand tu passes sur une phase de montagne où tu sens qu'il y a de l'humidité, s'il fait froid, tu te dis tiens, là il va y avoir du verglas. Voilà, tu es très en contact avec les éléments, ça vraiment ça m'a plu. Donc à partir de là, s'agissant quand même de sports qui sont des sports dangereux, ça rigole pas trop, les voitures étaient dangereuses à l'époque. Il y avait un rapport au corps aussi qui n'était pas négligé, quoi. Si c'est un ouais, sport dangereux, fallait te tenir un peu en forme, donc... avoir la tête bien au clair, la vue... Ouais, fallait que ça marche, quoi. Fallait que ça marche, donc... Bon, on s'enivrait de nos conneries, nous, hein, de nos paris, de nos concours de vitesse, de machin comme ça. Donc, on s'enivrait pas, on buvait pas de canon le soir. On faisait les fous, hein, on faisait la fête, mais il n'y avait pas. Il y a pas eu une vraie passion de... Ouais, il n'y a pas eu à se poser trop de questions. C'est-à-dire que le jour où ça a commencé, tu te dis ah, il faut que j'aille au ski, mais le ski c'est pour te tenir en forme, et il faut que j'aille courir, et il faut que j'aille faire du vélo, et il faut que je... Enfin, je m'étais même mis au golf, ça c'est te dire, tu vois, c'est sérieux. Donc voilà. Le golf à la montagne. Et puis ouais, parce qu'on s'est truffé de golf ici, il y en a partout. Hein. Et puis finalement, bah, c'était vachement bien, et surtout tu le vois des années après, c'est que d'un coup, ça t'apprend à te construire, quoi. Là, tu découvres les vertus du sport. Au début, tu sais pas qu'il s'agit d'un sport. Puis après, tu rentres dans un environnement. Puis après, bah, d'un coup, comme ça devient sérieux, tu as une licence. Comme tu as une licence, tu as une fédé. Comme tu as une fédé, tu as des... Il faut une licence pour ah oui, évidemment. Oui. Pour courir en ligne. Ouais. Donc il y avait besoin de licence. Puis après, il y avait des licences, enfin, différents types de licences en fonction des courses que tu faisais et tout. Puis il faut trouver les sous pour le... Il faut trouver les pépettes. Ça, c'est un autre sport. Ouais. C'est un autre sport. Ça fait partie aussi de... Je pense que ça fait partie du jeu, mais comme le font la plupart du temps les sportifs. Il faut embarquer des gens dans ton aventure. Tu peux pas être tout seul. Il y a un objet qui permet d'avancer, qui est la voiture. Quoi. Donc, ouais, alors ça peut être un peu faussé parce que c'est facile de dire. Le qui travaille pour un athlète, ça peut être son corps, et là en l'occurrence, c'est la voiture. Ouais. C'est l'équipe qui est autour, c'est un manager, c'est les mécaniciens qui sont au niveau aussi. Ouais, c'est tout le bazar que tu as autour, mais c'est surtout que c'est vrai qu'il y a un rapport à l'argent avec les sports mécaniques, malgré tout, sont des sports qui coûtent cher, et que tu sais très bien que souvent les mecs qui sont dans les voitures sont effectivement des gens qui sont très brillants. Il y a des très grands champions, enfin les très grands champions, notamment les champions français de rallye, qui sont des gens extraordinaires. Tu sais quand même qu'il y a un moment où il faut se trouver au bon endroit, au bon moment. Il y a une part de chance un peu comme dans la vie, il y a une part de chance, il y a une part de travail énorme. Et puis il y a quand même, concernant ces sports-là, une partie réservée à l'argent qui peut en arrêter pas mal. Beaucoup. Il y a beaucoup de gamins qui courent vite. Comme il y a beaucoup de gamins qui peuvent bien conduire aussi. Mais il y en a très peu qui sont des gazelles, et ceux qui sont des gazelles, on les voit très vite. Bon, bah, les gamins qui peuvent bien conduire, il y a beaucoup d'éléments à réunir, hein, les types de terrain, les types de voitures et tout. Et c'est vrai que forcément, il y a certainement quelque part des gamins qui sont restés sur la touche, comme partout. Je pense que c'est encore plus vrai des sports mécaniques, parce que si t'es pas né du bon côté de la planète, ça devient quand même un peu plus compliqué. Mais toi, du coup, comment t'as fait pour trouver ton environnement? Nous, au départ, on tapait les commerçants de la rue de la République à Albertville. Puis après, tu disais famille d'immigrés, mais du coup, est-ce que t'as déjà été à plaindre dans ta vie ou Si j'ai déjà été à plaindre? Ouais. Non. Oui,
Est-ce tu que... peux toujours te plaindre, t'en as toujours Ouais. un qui est plus émaigri que toi. Non, mais est-ce que, du point de vue, est-ce que tes parents, par exemple, t'ont aidé à investir dans le projet de conduite automobile? Est-ce que... Ils m'ont fait confiance et surtout, ils m'ont aidé comme les parents peuvent t'aider. Après, mes parents, c'est pas des gens qui avaient plus de pétrole, ni même une station de pétrole. Donc, ils aident comme on peut aider les enfants. Mais tu sais, les secondes coûtent cher en sport automobile. Donc, quand tu dis il me faut 4 pneus, tu as un mécano qui te met 4 pneus sur ta voiture. Mais tu oublies rapidement que c'est le salaire d'un mec qui se lève tous les matins. Donc, tu pars vite dans le truc. Et je ne voulais pas, absolument pas, j'avais trop de respect pour le travail qu'avaient fait les gens qui étaient là avant moi, notamment les parents et la famille. Je ne voulais pas que ma passion et que ma folie les embarquent dans un truc. Donc j'ai essayé très tôt d'être imaginatif pour trouver des solutions pour d'abord séduire des gens, les embarquer avec moi et leur donner le sens d'investir dans mes projets. Ça, pour moi, c'était super important. Et j'étais assez bon là-dedans à tel point qu'il y a un moment, j'étais presque meilleur là-dedans qu'au volant. C'est le moment où... Et après, tu as commencé à devenir agent, c'est ça? Bah, c'est à partir de cette bah, de cette gouaille que tu as pu... disons qu'à force de... du coup, si je comprends bien, tu as arrêté le rallye pour devenir agent. Non, j'ai Ou est-ce que t'as fait arrêté les le deux en rallye même pour temps, devenir père de famille parce que quand j'ai arrêté le rallye, j'ai eu la chance de rouler dans des voitures un peu sympas pendant quelques années et de ne faire que ça, de me lever le matin en ne pensant qu'à l'automobile, de me coucher le soir en ne pensant qu'à ça. On était pris là-dedans, quoi. C'était notre raison de vivre. Il n'y avait pas autre chose. Comme on n'avait rien foutu à l'école, on n'avait pas compris qu'il y avait des règles pour bien jouer. De sérieux, d'humilité. Le fait que ce soit un sport dangereux, c'était pas mal parce que ça t'apprend à fermer ton bec quand t'es un jeune un peu impertinent, tu vois. Quand t'es tout seul au sommet d'une montagne et que tu roules à 200 à l'heure sur des plaques de verglas, t'as pas tes potes pour te regarder, là t'es tout seul, t'es face à toi-même. À toi, ton copilote. À toi, ton copilote, au sapin, au rocher, au ravin, donc ça devient vite compliqué. Donc là, faut être sérieux, quoi. Donc, tu te construis, t'apprends l'humilité, t'apprends à avoir confiance, t'apprends à travailler en équipe, t'apprends à perdre, t'apprends à prendre des râteaux, t'apprends à prendre des râteaux et des re-râteaux et te relever et te machin. Quand ça marche, c'est sympa. Quand ça gagne, quand c'est... Bon voilà, moi j'étais pas un très grand. J'ai eu la chance de faire partie d'une petite équipe qui arrive, enfin d'une petite bande de jeunes de l'époque là, qui ont pu en vivre pendant quelques années. Ce qui était génial. Moi j'avais quand même un prof de gymnastique qui me disait tu feras jamais rien dans le sport, arrête ça. Et les premiers résultats que j'ai fait en rallye, c'est lui qui est venu me remettre la médaille de la ville. Je me rappelle, j'étais un peu gamin, puis encore un peu con, comme on le reste de toute façon toute sa vie. Et j'avais bien déclaré que si j'avais aimé le sport, c'était pas grâce à lui, quoi. C'était vraiment grâce à mon histoire, grâce aux rencontres que tu peux faire. Donc je suis pas devenu agent tout de suite quand j'ai arrêté de faire de la course automobile parce que moi j'étais honnête avec moi-même. Il y a un moment où quand en fait j'avais découvert ce qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, un environnement, un réseau. En fait, on faisait du network, mais on ne savait pas que ça s'appelait comme ça. Nous. Un réseau, ça veut dire que tu connaissais plein de mecs, ça veut dire que moi je connaissais plus de mecs dans l'automobile que dans le ski. Je connaissais, parce qu'au début j'étais passionné de ski de montagne, de machin, mais que les bagnoles sont arrivées au milieu de tout ce bazar. Mais les skieurs aiment bien les voitures aussi, on est un peu lié. Ouais, c'est toujours des sports de vitesse, de trajectoire, de machin. On est tous à se filer, à se donner envie. Mais quand tu arrêtes et que tu es honnête avec toi-même, tu te dis waouh, j'ai eu de la chance de le faire. Moi, j'ai eu de la chance de le faire. J'ai eu de la chance de ne pas me faire mal. Un petit peu mal de temps en temps, mais pas très très mal. Des frayeurs? Ah bah oui, les frayeurs, tu t'en fais tous les 2-3 rapins quand même, non? Oui, tu prends des râteaux, mais c'est normal. Hein, voilà, tu te prends des gamelles. Alors bon, bah voilà, les gamelles, c'est... voilà.
Quand tu fais du ping-pong, tu rates la balle, elle tombe par terre. Là, quand tu rates la balle, c'est. Ouais, mais là, quand Quand tu rates la balle, c'est dans les rates arbres, le ça prend virage, feu, ouais. c'est pas bien quoi. Ouais, Ouais. c'est tout de suite pas bien. Mais c'est l'attrait de ces sports-là. Et on n'était pas des héros, hein. On était tous quelque part des trouillards. Je pense qu'il faut être un peu trouillard en plus pour y arriver, parce que sinon tu meurs. Donc, mais ce qui était sympa, c'était d'aller chercher ces limites-là où tu te dis, t'as l'impression que enfin, t'as pas l'impression, Parce que t'as je carrément ta vie entre tes mains. ouais, Quoi. ouais. T'as ta vie entre tes mains, t'essayes de faire un truc propre. Donc voilà, quand j'arrête, je me rends compte que j'ai tissé un réseau. Je me rends compte que j'ai des aptitudes à rencontrer des gens. Que tu as pu développer en recrutant des mécanos c'était ou des un équipes, manager. mais ouais, il y a des mecs qui ont envie d'aller dans avec une toi dans tes écurie, histoires. c'est ça, c'est une écurie quand on est dans le rallye. Il y a des gens qui ont envie d'aller avec toi dans ton histoire, donc ça j'ai pas vu sur place. J'ai pas vu sur le moment, mais c'était acquérir de l'expérience quoi. Des expériences humaines, des expériences sportives, des expériences psychologiques, enfin des tas d'expériences. Puis à un moment, tout ça, c'est ton patrimoine, quoi. Tu l'as en poche et puis tu fais avec ça. Donc, il y a quelqu'un qui nous regarde, qui pose une question, qui dit devenir agent, c'est un peu comme devenir entraîneur après une carrière où ça n'a rien à voir. Devenir agent, ouais, forcément. C'est prendre des sportifs sous son aile. Ouais, c'est forcément t'adresser à des gens. D'ailleurs, comme sportif, t'as pas eu que des. T'as eu des pilotes, t'as eu des skieurs. Non, alors c'était très drôle parce que la fin de ma carrière de rallye, je suis allé travailler avec des marques automobiles en exprimant des idées nouvelles, enfin, espèce de style que j'avais et qu'on a gardé, qui est l'origine de la boîte. Et puis, le rôle d'agent au sein de la boîte, c'était... La boîte au sein de la boîte que j'ai créée, ouais. Le rôle d'agent, c'était... Je travaille encore aujourd'hui. Bien sûr, que je dirige encore aujourd'hui, depuis 30 ans. Et le rôle d'agent, ouais, je pense que tu as une certaine légitimité, comme un entraîneur, à dire aux gars, écoute, ce que tu vis, je le perçois bien, parce que quelque part, je l'ai un petit peu vécu. Ouais, puis c'est un super bel exercice parce que c'est pas forcément vrai dans tous les sports parce que maintenant il y a des entraîneurs qui sont plus célèbres que certains sportifs. Bien leur en face. Quand tu es agent, moi je trouvais que c'était un super exercice parce que être agent, c'était se mettre en sommeil, accepter toi de te mettre derrière un type pour le faire briller et qu'on ne parle plus de toi. C'est-à-dire te vouer complètement à sa cause, soit reconnu, que notre travail soit reconnu et que lui soit le porte-drapeau de ce boulot et que toi tu sois derrière en disant moi j'ai eu mes heures de gloire, si j'avais voulu briller plus que ça, je l'aurais fait. Maintenant il n'y a pas d'amertume à avoir. Faire briller que plutôt briller. Ah bah ouais, c'est fini. Maintenant tu te mets au service d'un truc. Donc l'athlète le sent ça et puis moi je pense qu'on a été légitime grâce à ça, cette capacité que j'ai eu à me mettre à côté de mecs en leur disant allez, ce que tu le fais de manière merveilleuse. L'expérience que je vais t'apporter, c'est dans un domaine que moi je maîtrise bien. Faisons-nous confiance et on avance. Tu mettais en avant ton expérience de vie parce que tu travaillais avec des sportifs comme des Marc Vinco, comme des Antonin Yotagi, oui, c'était... Alors, qui font du vélo, qui ont les picards, qui font du ski. Ouais, c'était des gens... ça vient pas de ton sport, donc tu transposes juste un état d'esprit par rapport à un autre. Ouais, une connaissance. Parce que du point de vue technique, t'avais pas du tout la légitimité de dire non, ça. Mais il s'agissait pas d'être plus légitime sur les skis que les picards. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui sont plus légitimes sur les skis que les picards. Par contre, d'être plus légitime... Franck Picard, double médaillé olympique. Ouais. Médaille de bronze à Calgary et médaille d'argent aux Jeux d'Albertville. Médaille d'or à Calgary. Médaille d'or à Calgary. Attention. C'est vrai. Ah oui. En Super G, bien sûr. Et médaille d'argent à Albertville. Et médaille d'argent à Albertville, ouais. Donc des gens qui évoluaient à tout haut niveau et à qui tu amenais toi ta créativité, tes idées, ton expérience en disant waouh, qu'est-ce que tu skis bien, mais regarde de quelle manière on pourrait le raconter.
Ça s'appelle un peu du storytelling aujourd'hui. Ouais. Mais voilà, on créait quelque chose autour de l'athlète et on embarquait les marques avec nous pour améliorer les conditions commerciales de ces athlètes, pour qu'ils évoluent dans leur sport de la meilleure façon qui soit. Mais c'est une riche expérience pour un type qui a fait le malin dans son village, puis un peu sur les routes de France et d'Europe, comme ce que j'ai fait, de dire, bon allez, maintenant fin du bal, tu te mets derrière des mecs, et ça c'est un super exercice, j'ai adoré moi. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui pose une question, et je pensais à cette question aussi, c'est devenir agent, est-ce que c'est pas frustrant après une belle carrière? Non. Ah non, ah bah non, surtout pas. Enfin, Toi, tu le vois il y toujours avait- comme non. ce truc de transmission. Ah bah ouais, il n'y avait pas le... Bon, moi je n'ai travaillé entre guillemets que dans des petits sports. Ouais. On n'était pas concerné par les sommes dont on parle à la télé. Il y avait des contrats publicitaires. Enfin, quand tu contractes avec une marque de Quelqu'un qui ski. demande est-ce que c'est aussi 10%? Non, c'est pas 10%. C'est pas 10%. C'est pas 50 non plus. C'était un peu au coup par coup et au cas par cas. Ouais. C'était, ouais, pour nous, ce qui nous concernait, on avait un accord qui disait qu'on avait 20% des revenus commerciaux de l'athlète. D'accord. C'est-à-dire que tout ce qui concernait, tout ce qu'il gagnait par le biais de son sport, prime de course, prime de match, issu du sport, de la fédération, ça c'était pour lui. Et si moi je ramenais, enfin, ce que nous on négociait ensemble comme partenariat technique ou sportif, c'est là-dessus que nous, l'agence, percevait une commission. D'accord. Donc parfois, comme le mec faisait rien, on percevait 20% de rien, ce qui correspondait à rien. Et voilà, donc c'est pas... on avait à l'époque, il faut pas trop galvauder ce truc d'agence, ça a été un métier extraordinaire, parce qu'à l'époque, il y avait un très gros cabinet de management sportif qui a été un peu l'origine du sport management, qui était dirigé et qui avait été fondé par Mark McCormack, qui était le fondateur d'IMG. Donc à IMG, ils géraient eux des talents, mais des talents de toutes sortes, de Ayrton Senna à Pavarotti. Ça c'était le tout grand. Mais entre le tout grand et personne, il n'y avait personne. Donc nous on s'était positionnés, voilà, on faisait de la table d'hôte. Et comment tu fais pour recruter parce que du coup, tu avais des boîtes comme IMG qui allaient chercher du Ayrton Senna ou Ouais. Pavarotti, comme tu disais, mais toi, comment tu faisais pour aller chercher un Frank Picard, un Ils allaient Marcinko, Ils allaient chercher du skieur aussi. un Lionel Kurt Ouais, mais disons que bon, l'avantage de la montagne, c'est que les vallées sont étroites et puis d'un versant à l'autre, on s'entend, tous sait. C'est beaucoup de recommandations, beaucoup de bouche à oreille, tu vas pas... ça réside sur de la confiance, c'est un truc, hein, t'es vite dans les histoires perso. Puis nous, on était très impliqués et on n'était pas une agence, on a été... j'ai pensé qu'on pourrait être une agence, mais en fait, j'étais un agent. C'est-à-dire qu'il y avait une relation de confiance qui s'était établie entre les athlètes et moi. Et ils signaient des contrats chez nous qui duraient... c'était des contrats de 3 ans, je crois. Mais on bâtissait une vraie, très solide relation. Et on a vécu plus de galères que de podium olympique. C'est le quotidien de l'athlète. J'ai un chien aussi dont je m'occupe pour les athlètes. Voilà. Parce que maintenant je suis manager de chien, manager de berger australien. Et non, alors la relation avec l'athlète, elle était formidable. Je suis resté ami avec la plupart des gens des athlètes avec lesquels on travaillait à l'époque. Mais c'était un vrai bel exercice, ouais. Chouette d'avoir la chance de participer modestement au parcours de ces gens-là, quoi. Hop. Sortie du chien. Sortie du chien. Sortie du berger australien. C'est l'heure du... Ouais, c'est l'heure de la croquette. Mais donc, comment tu... Parce que toi, tu as eu un agent quand tu étais Moi, j'ai eu un agent quand je courais en course, qui était pas très performant et
que c'est comme quand t'es joueur et que t'as envie de... Je prends l'exemple du foot parce que c'est un exemple qui peut parler au plus grand nombre. Ouais. C'est quand t'es joueur et que t'as cette passion de la tactique et que t'as ta vision de la chose, et est-ce que t'arrives toi à transposer, à te dire putain, moi j'ai dit un gros mot. Il y a un agent, mon agent est pas terrible, moi si je deviens agent, je ferai en sorte de devenir meilleur que lui, ou le faire du moins à ma manière, parce que le mien ça n'allait pas forcément. Mais c'est de l'humain. Alors, c'est pas le même métier que ce que l'on faisait à notre niveau à nous. Les agents du football ou de la Formule 1 sont des gens qui sont dans des systèmes auxquels moi j'ai jamais eu accès, enfin dans le métier qu'on faisait. Quand je dis on faisait de la table d'hôte, c'était vraiment de la table d'hôte, c'est-à-dire que imaginons que les grands groupes de management soient des grands groupes hôteliers, nous on faisait vraiment de la table d'hôte, du cas par cas. Ouais. Voilà. Donc oui, tu apportes, mais tu discutes, tu t'impliques, tu essayes d'impliquer le type aussi. Ce sont des gens, cette chance, moi, que j'ai eue de travailler avec des gens souvent qui faisaient qui pratiquaient des sports de montagne, c'est les mecs vrais, tu sais, en montagne, ça rigole pas trop, quoi. Tu vois, si tu parles de chez les Picards, c'est pas la fête du string, hein, tu vois, c'est des gens sérieux, ça bosse, faut te faire ta place, quoi, hein, faut te cracher dans les mains, tu t'arrives pas comme ça, en champion, avec la mallette et la cravate, c'est pas ça, hein. Tu viens, tu pèles la neige avec le père Picard, tu discutes, tu participes aux travaux de la famille, tu vois, t'es là-dedans, quoi. C'est ce que j'adorais, hein. Le côté, le moment humain, ouais. où, le gars, tu le rencontres quand il est chez lui, tu le vois en famille, tu le vois avec sa petite copine, tu le vois chialer quand il se fait larguer par sa petite copine parce qu'elle en a marre de jamais le voir, tu le vois... c'est participer à la vie de chaque sportif. Tu le vois chez Monsieur Genou quand il lui soigne le genou, tu le vois, puis un jour tu le vois sur un podium olympique, tu dis waouh. Et là, oui, mais c'est normal qu'il soit là. Moi j'ai vu tout ce qu'il y avait avant, compliqué. Hein. Par exemple, cette période où tu as été agent, c'était de quand à quand? Parce que tu parles de podium olympique, mais ouais. Mettons si on prend l'exemple de Franck Picard. Alors Franck, il avait un agent très brillant qui s'appelait Jean-Pierre Puteau, qui est décédé accidentellement après que Franck ait eu ses titres. Et en fait, moi j'ai... Les titres olympiques. Ouais, et j'ai pu moi collaborer avec Franck. Sur 93. Ouais, c'était... Non, moi c'était après, nous on a commencé... on a été agent entre 1995 et 2005. 10 années. D'accord. Voilà. Donc j'ai travaillé avec Leïla Picard qui venait de faire la fille. La sœur. La sœur. Ah bah oui, ouais. C'est une famille de skieurs. Donc ouais. Leïla, la sœur, elle était troisième. Elle avait été 3e mondiale et on a commencé à s'occuper ensemble de lui trouver de cadrer un petit peu son histoire. Et Franck, qui est un garçon extrêmement intelligent, m'avait dit j'aurais bien aimé qu'on fasse ça pour moi quand je courais. Donc c'était plutôt flatteur venant d'un type comme lui. Donc après, on a bricolé un petit peu ensemble avec Franck. Et tu as commencé l'histoire avec Leïla Picard comme ça? J'ai commencé avec Marc Vinco et Antonin Liotagui. Qui sont deux... Alors ça, c'était des gens un peu... Ouais, en fait... tu peux rappeler les gens Marc Vinco? Ça s'est fait un peu bizarrement, c'est-à-dire que au cours d'un événement, je pense que le berger australien a désormais fini les croquettes et qu'il faut qu'il revienne avec nous. Donc ça va être insupportable pour lui. C'est quand même le vrai patron de la boîte, c'est quand même là. Alors c'est au cours d'un événement automobile. Comme quoi, au cours d'un événement automobile, on avait décidé nous de créer toute une banque image basée sur le sport. C'était pour la présentation d'un véhicule
c'était le début ce qu'ils appellent les SUV, Sport Utility Vehicle. Et on avait trouvé que ça aurait été sympa de mettre en parallèle des images de sport et des images du véhicule. Bon, aujourd'hui, ça fait un peu bateau, mais dans les années 90, c'était quand même plutôt pas mal. C'était pas trop con. Novateur. Oui, c'était un peu novateur parce que moi j'avais touché tous les sports et si je disais on peut faire un backflip au-dessus d'une voiture pendant qu'elle passe sur une route, on savait que c'était possible. Bon, aujourd'hui, maintenant, tu regardes les vidéos, tu en vois partout des mecs qui sautent au-dessus des voitures. Bon, à l'époque, on était toujours un peu les pionniers. Donc, on avait fait intervenir deux mecs deux sportifs talentueux. Parce que Marc Vico, il est combien de fois champion du monde? L'un pour représenter l'été. On parle pas juste de quelqu'un qui fait des saltos en vélo, c'est quelqu'un qui est 7 fois, 8 fois champion du monde. Il a été 8 fois en tout. Mais moi, quand je l'ai connu, c'est un gamin de mon village qui s'appelle Marc Vinco, qui est un garçon qui a une histoire extraordinaire. Et si vous voulez qu'on fasse 2 heures là-dessus, je peux vous parler pendant 2 heures de Marc Vinco, qui a été, au-delà du chien, 3 enfants. Et Marc Vinco était aussi, j'étais un peu son deuxième papa, parce que je l'ai connu, il avait 14 ans. Donc, Marc, on l'avait fait intervenir pour dynamiser un peu cette présentation de véhicule. Et Marc, il avait été champion de trial sur un petit vélo, un BMX qu'ils appellent le 20 pouces. C'était des vélos de trial. Et puis c'était la naissance du VTT un peu. Donc quand on a terminé de travailler ensemble sur ce projet automobile, le papa de Marc nous avait proposé, lui, en fait ça a démarré, l'histoire du management c'était réellement comme ça. Le papa de Marc nous avait demandé, parce que le truc lui échappait un petit peu, de nous occuper de Marc pour gérer des contrats qui lui seraient proposés. Donc on l'a fait, on s'est senti bien ensemble. Antonin, qui était le type de l'hiver, lui qui faisait de backflip en snowboard, a été l'un des pionniers du freeride et ça a été le premier Français à gagner les épreuves de freeride extrême en Nouvelle-Zélande et en Alaska. Donc ces deux-là, Antonin Liotagui et Marc Vinco, ont été les 2 premiers athlètes avec lesquels nous avons commencé de travailler. C'est-à-dire qu'après l'événement automobile, les deux, l'un par le biais de son papa et l'autre directement, m'ont dit « Écoute, on a plein de gens qui nous ont toujours promis plein de trucs. Nous, tu nous avais rien promis, on a eu plein de trucs. » Et on a été traités comme il faut parce que moi, j'avais eu, ayant un passé sportif, avec la marque automobile en question, une volonté de faire intervenir des athlètes, mais surtout de les faire respecter dans leur cadre sportif et tout. Ce qui avait été bien, et parce que j'avais vécu, moi, à mon époque, tous ces gens qui te promettent plein de choses, et comme toi, tu n'es pas assez, aguerri commercialement, et ben tu te fais avoir. Tu te fais avoir parce que tu penses à ton sport, et qu'à côté de ça, tu crois que le type qui est commercial chez Chewing Gum machin, il est le patron de la boîte. Toi, tu fais pas la différence entre un patron et un commercial qui arrive avec sa voiture toute propre. Ouais, tu juges comme ça, puis tu te laisses embobiner. Donc, voilà. Ils avaient dit, tiens, Marco, c'est bien. Au moins, avec lui, nous ne le ferons pas à l'envers. Et c'est vrai que c'était plutôt vrai. Donc, on a commencé de travailler avec quelqu'un à qui tu peux t'identifier, c'est ça aussi qui est important, je pense. Ouais, et puis pas quelqu'un qui, comme tu disais, vient en costard avec la mallette et qui lui dit, bon, oui, voilà comment ça va se passer. Une personne qui soit... Quelqu'un qui vient taper la neige et qui passe du temps, ouais, et puis qui le fait sincèrement, la démarche est déjà ouais, puis c'est différente. T'es vite dans le dur quand même, parce que dans ces sports-là, même si ce sont entre guillemets de petits sports, pas des sports majeurs, tu te retrouves avec des gamins qui accumulent des titres mondiaux. Bon, au bout d'un moment, il y a quand même bien 2 ou 3 partenaires qui s'y intéressent. Et 2 ou 3 partenaires qui s'y intéressent, et ben, ce sont vite des sommes d'argent qui rentrent à la maison. Qui vont avec, ouais. Ben ouais. Mais quand le père du gamin, il est soudeur dans une usine du coin, et que d'un coup, le gamin gagne 5 fois ce que gagne son père, alors qu'il a à peine commencé, faut le gérer, ça, faut les accompagner, faut... Voilà. Faut le faire accepter. Ouais. Donc...
c'est un peu Parce tabou. que ça va vite pour tout le monde en fait, de se dire que Ouais. Marc Vinco il a 14 ans, il fait du vélo, et puis Le gamin, il a 14 ans, il fait du vélo. 10 ans après il Lui, est il a eu, multi-champion du monde, ouais, il a eu 8 titres de champion du monde. il gagne des sommes beaucoup plus importantes que ses parents, donc ça va, l'expérience elle va vite aussi bien pour toi en tant qu'agent et aussi pour la famille, parce que tu fais un peu tampon entre tout ça. Bah, on essaye tous d'y comprendre quelque chose parce que c'est pas écrit dans le magazine. Non, il n'y a pas de mode d'emploi. Hein. Il n'y a pas de mode d'emploi, c'est des métiers qui se font à l'humain. Il n'y a pas de technique. Il y a simplement une volonté d'être honnête. Il y a simplement une volonté de te dire ces types-là, ils ont de l'or dans les mains. Tu dois les respecter. C'est pas du commerce au sens seulement financier. Du commerce, ça veut dire être aussi du jour au lendemain sur les affiches d'une marque, que tes potes d'école te voient dans le magasin, affiché dans le magasin de sport du coin. C'est plein de trucs qui changent dans la tête de ces gamins qui ne sont pas tout à fait prêts à ça. Alors il y a des sports qui sont des sports majeurs dans lesquels il y a beaucoup d'argent. Bon ben là ils n'ont pas le choix, on les prend, on les met dans des centres de formation, on les enferme là-dedans, ils vivent en autarcie. Mais nous, Franck Picard, quand il a gagné sa première médaille olympique, en or, il n'est pas arrivé en hélicoptère avec le président de la République. Il s'est fait ramener chez lui en taxi, un soir, il est rentré en avion, puis en train, puis en taxi. Puis le taxi l'a posé à 400 mètres de chez lui parce qu'il y avait trop de neige et qu'il n'arrivait pas à monter. Et il est arrivé avec ses skis, son sac et sa médaille autour du cou, à la maison. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est pas... on n'était pas dans les paillettes. Moi, Marc Vinco, son dernier titre mondial, il l'a ramené, il est rentré en bagnole avec sa médaille autour du cou, torse nu, parce que c'était en Espagne et qu'il avait chaud dans sa camionnette. Donc moi, j'aimais bien ça. Ce côté terroir, ce côté un peu paysan, de gens qui étaient des gens vrais, qui étaient ultra brillants. Voilà. Alors après, comment ça se sait? Ben, quand tu fais de la merde, ça se sait. Mais quand tu fais bien, ça se sait aussi. Mais toi, tu flaires quoi? Tu flaires le talent, tu flaires l'envie? Comment tu peux... Ouais, il y a un ressenti, il y a... Ben, c'est du feeling, si tu veux. Quand on travaille avec Marc et Antonin, la troisième personne qui vient nous voir, c'est Leïla Picard. Leïla Picard nous dit, mais moi, j'ai entendu ce que vous faisiez. Moi, j'évolue dans un milieu qui est trop fermé. Il faut de la nouveauté. Et les gens qui sont là ne font toujours que la même chose depuis des décennies. Le regard nouveau, moi, m'intéresse. Donc, j'ai travaillé avec Leïla. Mais quand Leïla en a parlé aux autres, alors les autres sont venus aussi. Donc voilà, ça fait que dans les années 2000, ou je ne sais plus, on avait peut-être 50% de l'équipe de France de ski, hommes seulement. On avait fait la promesse à Leïla qu'il n'y aurait pas d'autres femmes. Équipe de France de ski, hommes. Leïla, et puis après du snowboard avec Julie Pomegelski, de l'alpinisme avec Lionel Daudet, qui a été élu meilleur alpiniste mondial, qui avait obtenu le Piolet d'or, Vincent Millet qui était 8e mondial de géant, Freddy Reich qui était champion du monde junior de descente et de super G, Jean-Pierre Vidal avant qu'il soit champion olympique, jusqu'à ce qu'il soit champion olympique. Ouais, des gens avec lesquels il y a eu vraiment des histoires passionnantes. Mais bon, tu laisses ta santé, parce que c'est jour et nuit. Hein. Ouais. Ben, c'est jour et nuit, parce que quand ils vont faire des courses au Japon... toi, t'es Albertville. Bah, le Japon, ils sont pas à l'heure d'Albertville. De toute façon, à Albertville, on est à l'heure de personne. Hein. Albertville, on est à Albertville. Donc, les skieurs, c'est le début de la saison, ils sont sur le circuit américain. Après, ils ont le circuit européen. Vinco, lui, il allait faire du vélo à l'autre bout de l'Europe. Lutagui, il allait faire du snowboard en Nouvelle-Zélande. Tu passes ta vie. Tes lundis, tes week-ends. Mais quelle chance de pouvoir obtenir la confiance de gens comme ça, quoi. Ça a été vraiment... ouais, c'est une super belle expérience, ouais. Ouais, on change juste un peu de thème. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé du 8 février au 23 février 1992?
Il y a À Albertville. à Albertville, Bah oui. les Jeux Olympiques. Bah oui. Tu parlais tout à l'heure de ce rapport entre les sportifs, un peu, c'est une métaphore, hein, mais Ouais. des paysans qui rencontrent des sportifs de haut niveau, Ouais, le ouais. terroir qui rencontre un peu, Ouais. que tout se mélangeait un peu. Comment t'as vécu ces Jeux Olympiques qui étaient dans ta ville en plus parce que Les Jeux Albertville. Les Jeux à Albertville, comment t'as appris la nouvelle? Parce que t'étais déjà dans le Bah, milieu dans le sportif, journal. dans le journal, Bah alors. dans le Dauphiné. Tout dans le journal, dans le Dauphiné. C'est pas le Dauphiné, ça on dit le Dauphiné. Ah ouais. Non, il y a eu une candidature, personne n'y croyait. Mais alors personne. Hein. Pas les Albertvillois, les gens de la montagne avant qu'ils croient à quelque chose de toute façon. Non, il y avait deux leaders, Jean-Claude Killy et Michel Barnier à l'époque, donc un grand sportif et un politique, qui ont porté cette candidature à laquelle personne ne croyait. C'était trop loin, c'était trop démesuré. Il n'y avait pas assez Dans une petite ville comme Albertville. Bah ouais. Et puis il n'y avait pas assez de communication. Et je me souviens, moi, que des politiques que je ne citerai pas, et des gens d'Albertville que je ne citerai pas non plus, et ils se reconnaîtront, 2 jours avant parce que l'attribution s'est faite en 87, je crois. Ouais. Le mec nous disait non, on n'aura jamais les jeux, c'est pas possible. Parce qu'il y avait eu Grenoble, et que c'était une vieille histoire et tout. Et alors évidemment, c'était le 17 octobre 87 qu'ils ont attribué les jeux à Albertville. Alors là, évidemment, tout le monde y croyait et tout le monde avait toujours cru. Voilà. Tout de suite, c'était devenu le projet de la ville. Ah bah c'était c'était le projet de la ville, c'était la fête au village. Ouais. C'était le truc inattendu. À sa modeste manière, ouais. Oui, comme quand ils ferment les champs pour foutre Zidane sur l'Arc de Triomphe en 98. Ouais. Là, C'était la rue de la République. ah bah nous, c'était Albertville en effervescence, le Gaulois plein à craquer, c'est le bar le Gaulois, c'est le bar inévitable à Albertville, c'est le bar d'Albertville. Donc le Gaulois le point de ralliement à bloc, c'est le point de ralliement de tous les skieurs, le Gaulois à bloc, tout le monde à bloc, tous les Albertvillois à bloc, les écoles fermées. Fête nationale. Ah bah à bloc, tous à bloc. Le lendemain, bon, il y a le temps de décuiter le 18. Donc 18 octobre, les Albertvillois décuitent. 19 octobre, 20 octobre, ils n'en parlent déjà plus. 87. C'est vrai. 8, 9, 10, 11, 12. 5 ans, hein. Donc pendant 5 ans, ça se prépare. Mais les gens d'Albertville préparent rien, ils savent pas que c'est... Ouais. Voilà. Le mec du Gaulois, il prépare... Oh bah, le mec du Gaulois, lui, il est à fond parce que René, lui, il est en contact permanent avec tous les athlètes. René, c'est le mec du Gaulois. Ouais, c'est le boss du Gaulois, René. Donc René, il est en relation avec tous les skieurs. Donc c'était un sport alpin, et notamment un sport de ski. Donc lui, forcément, il sait ce qui va arriver au niveau sportif. Nous, on ne s'est pas très bien évalué, les Albertvillois. Moi, je suis un peu moins largué parce que j'ai eu de la chance avec mes bagnoles, mes courses, mon ouverture au monde, mes sponsors, mes machins. C'était avant les athlètes, mais j'étais juste à mon après-course. Et moi, je me suis fait embarquer dans cette aventure olympique et je suis devenu... Le moment de la création de mon agence s'est fait en 89, donc 2 ans après qu'on ait eu après la candidature. Donc moi, j'étais un peu au courant. Je savais ce qui allait se passer. Enfin, je percevais mieux ce qui allait se passer. C'est tant fait qu'on a inventé, nous, des dispositifs. On avait inventé à l'époque un truc qui est... Ça fait un peu bête aujourd'hui. Un peu bête. Ça s'appelle... aujourd'hui, ça s'appelle un peu Airbnb, quoi. Ah bon ? Bah oui. Bah oui, parce que nous, au sein de l'agence, à l'époque, il n'y avait pas de... À Albertville, il y a 2 hôtels. Ah oui. Ouais. Donc, faut pas Encore aujourd'hui ? On va peut-être monter à 3, là, maintenant. Non. Allez, il y a une dizaine d'hôtels. Et à l'époque, il y en avait 6. C'était les chambres d'hôtes, c'était les gens qui voulaient pas être au jeu et qui se disaient... c'est-à-dire que nous, on avait inventé un système au sein de l'agence, qui était une agence d'événements, parce que moi, je bricolais avec les gens de l'automobile, toujours. Et au sein de cette agence d'événements, donc c'était en 80, ça a commencé 89, au sein de cette agence d'événements, on avait créé un service
qui est ni plus ni moins que ce qui se fait aujourd'hui, mais avec la... Alors sur la toile, tu parles, ça prend une telle ampleur. Le Airbnb d'Albertville. C'était de l'Airbnb de l'époque, c'est-à-dire que nous faisant... Sans internet, c'était tout au téléphone. Tout à l'ancienne, au téléphone à la rencontre, c'était une hôtesse d'Air Canada qui rencontre le gars du comité olympique canadien et qui dit si vous allez à Albertville, je suis copine avec Marc Azzolini, allez le voir. Et le gars vient me voir, il me téléphone, on prend rendez-vous et c'est comme ça, c'était vraiment à l'ancienne. Donc nous, on met en place un système, considérant qu'il n'y avait pas assez d'hôtellerie à Albertville, on répertorie une très grosse centaine de maisons, appartements, chalets, lieux autour d'Albertville qui deviendraient des chambres d'hôtel. Avant les Jeux Olympiques. Avant, pendant et après les Jeux, que l'on mettrait à disposition des acteurs des Jeux. Donc les acteurs des Jeux, ça veut dire quoi? Ça veut dire les sportifs, ça veut dire le... Non, les sportifs, eux, ils sont dans le village olympique. Pour eux, c'est réglé. Mais donc ça veut dire pour les visiteurs, pour le staff, pour les fédérations? Pas forcément. Pour, Alors, des fédérations, oui. Des sponsors, ouais. parce qu'il y en a un paquet. Des comités. Des ambassades. Des tas de mecs dont tu ignores l'existence. Il y avait un mec monsieur, qui était le plus grand vendeur du monde de pins. C'était la mode des pins à l'époque. Ouais. Ben lui, il arrivait avec 10 personnes et il voulait organiser leur truc. Il y avait des entreprises de télécommunications qui venaient et qui avaient besoin de loger 50 personnes, machin. On louait des villages complets pour des sociétés complètes. Il y avait des villages qui étaient rebaptisés pratiquement au nom de la boîte. Donc toi, tu arrivais en disant, ben voilà, moi je m'appelle Hugo, je travaille pour tel média, ben voilà, vous êtes là. Média. Pour 6, on va louer... Ouais, mais média, c'est encore... Ils étaient aussi logés, mais je travaille pour tel partenaire, et ben voilà, vous allez rue du Pré-Joli, vous êtes au 14, c'est une maison, il y aura la clé. Et notre concept du Airbnb, nous, de l'époque, c'est que les gens attendaient sur place. Donc, si tu veux, globalement, les gens te mettaient à disposition leur maison, comme on le fait maintenant quand on loue en particulier, mais les gens accueillaient, puis ils allaient dormir chez leur belle-mère. Mais ils accueillaient pas pour la durée des Jeux. Ils accueillaient certains 2 ans avant, jusqu'à 1 an après. Parce que il y a une grosse demande. Il y avait une énorme demande. Donc nous, quand le comité d'organisation des Jeux Olympiques a vu ce merdier qu'on avait fait, ils nous ont répertorié comme étant l'un de leurs fournisseurs. Donc on est devenu fournisseur officiel du comité olympique albertvillois. Ce qui nous a fait vivre complètement le truc au cœur du bazar. Donc, vraiment le pouls des Jeux. Bah, toi, t'es gamin, qui contribue. Toi, t'es gamin, t'habites dans ta ville, tu fais de la mobilette. Et puis, tu vas à l'école là, et puis un jour, il y a les Jeux Olympiques qui a été pris dans l'histoire. C'est extraordinaire. Donc ça, c'était une super belle aventure, ouais. Donc, pendant les Jeux, t'étais plus dans Togolo. Dans cette logique de louer des maisons, t'étais pas dans le sportif au moment des Jeux. Au moment des Jeux, ouais. Au moment des Jeux, on n'était pas du tout, ouais, exactement. Au moment des Jeux, on n'était pas du tout dans l'idée sportive. Au moment des Jeux, on est allé voir Franck gagner sa médaille d'argent, on est allé voir Gros Piron gagner sa médaille d'or, on est allé voir Soria Bonali s'engueuler avec tout le monde, parce qu'en Berlin, on avait quand même les épreuves de patinage. Mais on était plus dans l'opérationnel, on était vraiment dans le... Voilà. Et on était encore sur du réseau avec des gens avec lesquels on a travaillé. C'était pas je viens une nuit pour un week-end pour les Jeux. C'est un événement mondial. Ah mais oui, mais il y avait des installations informatiques à l'époque. Les gens venaient 1 an avant installer leur réseau et les désinstallaient pendant 6 mois après. Donc on est resté, nous, immergés dans le projet des Jeux à Albertville pendant 4 ans. Ouais. Je vais parler avec l'actuel maire d'Albertville. Ouais. Il n'était pas né à cette époque. Qui était... si. Mais qui n'est pas de là-bas, mais j'en discuterai avec lui demain. Ouais. Mais toi, t'es Albertvillois. Comment on voit une ville tourner en ville olympique? C'est-à-dire construire une patinoire, construire toutes ces infrastructures. Comment on voit la ville se métamorphoser en 5 ans? Comment on prépare une fête comment toi, Alors on prépare rien du tout. Non,
toi, à ta manière, tu faisais ton Airbnb à Albertvillois. Ouais. Mais quand tu passes le matin, tu vas au Gaulois ou tu vas ailleurs, tu vois les routes, tu vois une ville qui Ah change oui, oui, pour ah un oui, oui. événement qui a Ah à bah venir. oui, oui, ça Donc, change. tous les jours, il y avait ce... Ben, ça change à c'est- vitesse c'est- grand V. c'est- Et puis il y avait un truc, surtout, ces jeux, c'était des petits jeux. C'était pas des très grands jeux. Ils en ont beaucoup parlé parce que euh, il y a eu un vrai changement avec la cérémonie d'ouverture qui avait été orchestrée par Philippe de Coufflet. C'était vraiment la première fois qu'une cérémonie était aussi pop. Ouais. C'était vraiment une très très belle cérémonie, elle a été très marquante. Et à la fois, c'était des petits jeux. C'était un peu la fête au village, c'était pas non plus... C'était peut-être il n'y ça. avait pas de Vigipirate, il n'y avait Ouais. pas de machin, c'était en 92, on était encore C'était à dans la une espèce fraîche, d'insouciance, on était peinards, le matin tu passes sans ceinture, et tu allais voir au Gaulois, je dis pas que c'est bien sans ceinture, mais c'était l'état d'esprit, tu allais au Gaulois et tu disais, dis donc, ils ont avancé, à la patinoire, t'as vu, ils ont mis les poteaux, hop, et puis voilà. C'est dans ta ville, parce Ouais. que c'est une petite ville. C'était au cœur de toutes les discussions. Bah ouais, ça discute. Mais il y a eu quand même à l'époque un truc, ces jeux c'était des petits jeux, mais ils ont été amenés de manière très intelligente par des gens très intelligents, qui avaient emmené Jean-Claude Killy, qui lui aussi était très intelligent, donc autant dire que parce que nous On on n'a est pas de gens intelligents. énormément de gens intelligents chez nous, en fait on est tous à peu près concentrés là, donc les gens intelligents, on est beaucoup là. Et Que là. moins ailleurs, bah, parce que quand c'est dilué, on les voit. Nous, avec les vallées, tu vois, ça nous resserre, donc on nous voit bien. On voit aussi les autres. Hein. On a aussi des cons, parce que il y a même un truc qui dit ici, près des cimes, loin des cons. Donc, mais ça correspondait à un vrai besoin démographique, c'était que tu as des stations qui se sont créées il y a longtemps. Dans les années 50, il y avait des stations de ski qui s'étaient créées sur les sommets. Donc chacun a transformé son pré en piste de ski, je caricature un peu, hein, sa ferme en hôtel-restaurant. Puis aujourd'hui, ces gens-là sont des multipropriétaires de multi-hôtels qui sont plus du tout des... Et tout le monde s'est développé au sommet de sa petite montagne. Tout le monde a su profiter de l'occasion des Jeux Olympiques. C'était pas les Jeux Olympiques. Eux, ils étaient dans leur montagne, perchés dans leur station de ski, portés par l'élan d'un tourisme nouveau qui se développait, et on n'a pas attendu les Jeux à Albertville pour savoir que c'était ce qu'était le ski. Un bon plan, ouais. Il y avait des stations de ski dans tous les sens, ça marchait avant les Jeux. Hein, les Jeux avant même l'annonce. absolument. Oui, évidemment, on n'a pas attendu les Jeux pour créer Courchevel, Megève, La Plagne ou Val d'Isère. Enfin, c'était des... Voilà. Mais les Jeux ont permis un truc, c'est de fédérer toutes ces stations. Ça, c'est le truc intéressant. C'est-à-dire que chacun s'était bâti comme sa petite ville, enfin une petite ville au sommet de sa montagne, sans se soucier de ce qui se passait en bas. Ça fait qu'avant 92, quand tu voulais venir au ski, donc soit tu prenais l'avion et tu te posais directement à Courchevel, soit tu arrivais depuis Chambéry par une route quasi départementale, avec des nids de poules. avec des nids de poules, avec des machins. Les infrastructures routières étaient tellement merdiques qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Donc les Jeux nous ont permis de rattraper le retard. C'est pas pour autant que ça circule mieux. Hein. Voilà. Parce que... Oui, parce qu'on avait oublié de dire aux gens que c'est pas la route qui te conduit, c'est toi qui conduis sur la route. Et comme les gens savent toujours pas conduire mieux qu'avant, ça n'a rien changé au bout du compte. Et il y a plus de voitures. Mais il fallait rattraper quand même tout ce retard d'infrastructure. Il n'y avait pas des voies de TGV, il n'y avait pas, voilà, on avait développé fortement les stations et peu les fonds de vallée. Ça a ouvert un peu Albertville. Ça a un peu réouvert Albertville, on a refait la gare, on fait 2-3 baies vitrées, ils ont fait un peu propre, on a 2-3 ronds-points, ouais. Puis on a refait un peu les façades. Puis Gaulois a fait la peinture. Gaulois, ouais, et encore, on a attendu que ce soit fini. Mais voilà, il y avait eu vraiment un sacré retard.
malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que nous, Albertville, on était finalement une petite ville avec des gens qui sont, je ne veux pas dire des petites gens, mais tu n'as pas une ouverture mondiale quand tu es dans une petite ville comme celle-ci. À côté de ça, tu as un comité d'organisation d'un événement mondial qui se met en place, qui ne communique pas avec la ville. Qui viennent pas d'Albertville. Bah non, c'est des gens d'ailleurs. Ouais. C'est une communauté qui se déplace, qui va de jeu en jeu, ou de championnat du monde en championnat du monde. C'est des gens qui... C'est un autre peuple. C'est un autre peuple. C'est pas que des Parisiens, hein. C'est un autre peuple. Non, ce sont des gens qui sont des internationaux, ce sont des gens... voilà. Et nous, à Albertville, n'étions pas... Et je me mets là avec les Albertvillois, parce que moi j'étais plutôt du bon côté du truc, parce que je percevais ce qu'il fallait faire. À l'époque, les gens d'Albertville n'ont rien du tout pu imaginer de ce qui allait leur arriver. La structure organisatrice n'avait pas que ça à foutre que d'aller expliquer Ouais, ils n'ont pas livré le mode d'emploi avec... à des paysans avec que nous la sommes cérémonie ce qu'il fallait faire. Et voilà, il y en avait juste 2-3 qui ont dit bah moi je mettrais des parasols puis je vendrais des sandwichs. Bon, tu vois, c'était à peu près cet endroit-là. Mais pour autant, la ville d'Albertville a complètement à ce moment-là loupé une occasion, avec une telle ouverture au monde, loupé une occasion de dire qui elle était, ce qu'elle voulait se devenir. mettre en avant. Voilà. Et il a fallu attendre le nouveau maire aujourd'hui, et je suis bien content que tu le rencontres, qui lui a cette nouvelle vision, qui peut se resservir, bon ça fait toujours bien, t'as vieille médaille olympique par là à travers. Encore les anneaux à la gare. Ouais, il y a les anneaux à la gare, ils ne les ont pas effacés sur la route, mais notre maire actuel est un homme d'entreprise qui a ces sensibilités-là. Si nous avions eu à l'époque un maire comme lui aujourd'hui, on aurait écrit une autre histoire d'Albertville qui malheureusement est une petite ville qui souffre. À côté de... Ouais, elle se retrouve aujourd'hui pas mieux que les autres. Il n'y a pas vraiment eu un héritage olympique. Non, que dalle. Ouais. Non, rien. Et un bout de musée avec 3 poupées Non, dedans, mais dans l'esprit des gens, c'est dans les gens d'Albertville ne sont pas du tout olympiques. Les gens d'Albertville, ils sont avec des gilets jaunes dans les ronds-points comme partout. Les gens d'Albertville, ils sont avec des commerces qui ferment au cœur de la ville comme partout. Les gens d'Albertville, ils sont au chômage comme partout. Les gens d'Albertville, c'est des Français. On n'est pas une petite île privilégiée, on n'est pas les îles Caïmans. Les irréductibles. Non. Ouais. On n'est pas les irréductibles gaulois, même si le bar s'appelle comme ça. Non, c'est dommage. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, on ne peut pas dire que ça n'a pas créé une impulsion. Non, ça n'a pas créé un désir chez les jeunes de dire moi aussi je serais Franck Picard. Ouais. Non. Aujourd'hui, il y a Alexis Pinturo qui est champion du monde. Qui vient de Courchevel. Ouais, et qui vient de Courchevel. Ils sont tous venus au lycée Albertville. Il y a un très bon centre maintenant. Toutes leurs préparations physiques se font à Albertville. On raccroche un petit peu les wagons, mais c'est à l'époque que ça aurait dû se faire. Alors, on a rattrapé 20 ans de route et de réseau au moment des Jeux, et on s'est repris... Vous avez plus pensé on s'est bien repris 20 ans après, à rester scotché là où on était, sans penser à l'héritage sportif, ce qu'était un nouvel élan touristique, ce que pouvait être la création de pôles liés au sport, ce qu'était la possibilité pour une ville de s'inscrire réellement dans un environnement du sport, créer une industrie sportive, aller voir nos politiques pour qu'ils peut-être facilitent les choses. Voilà, mais bon, à part ça, on se plaint pas, tout va bien. On va au moins aussi bien que toutes les autres villes de France, ou au moins aussi mal selon les jours de la semaine. Mais c'est pas frustrant de se dire que ma ville, ma petite ville, au point de vue superficie, c'est pas péjoratif, mais ma ville a eu les Jeux Olympiques et il n'y a pas eu un élan, il n'y a pas eu une vocation, un héritage sportif quelques années après. Non. Il n'y a jamais eu une histoire d'un sportif qui dit bah, moi j'ai connu les Jeux quand j'étais gamin et je me suis dit le Super G, j'ai envie de le gagner, j'ai envie d'être. J'ai n'importe quoi, c'est comme si Alexis Pinturo d'Albertville. Non, mais Franck Picard à l'école à Albertville, quand il était à l'école à Albertville, quand le prof leur a demandé
lui a demandé ce qu'il voulait faire, il s'est levé, enfin ce que voulaient faire les jeunes. Lui, Franck, il s'est levé, il a dit moi je serai minimum champion olympique. Donc lui, Mais c'était Franck quand même- Picard, c'était avant les Jeux. Ouais. Il n'y a personne qui, pendant les Jeux, il n'y a pas eu cette histoire, cette flamme. Un sans gamin mauvais jeu de mots, d'Albertville cette qui a flamme- dit Cette flamme olympique qui s'est dit j'ai vécu quelque chose d'incroyable, c'était chez moi. Et j'ai vu Alberto Tomba faire la descente, j'ai vu ouais, non. Franck Non, Picard non, parce que- gagner une médaille d'argent et c'est un gars du coin et ça m'inspire. Non, parce que c'est le début d'une. C'est le début. La ville n'a d'une- pas pensé à Non, et puis. entretenir cette flamme-là, quoi. Non, et puis selon moi, on arrive aussi dans la génération dans laquelle les jeunes veulent avoir la médaille avant d'avoir Le ski. avant d'avoir skié, ils veulent avoir le maillot avec les étoiles avant d'avoir touché un ballon, ils veulent tout avoir avant d'avoir bossé, quoi. Et ils ont juste oublié de dire ouais, c'est bien beau de rêver, mais il y a du boulot. On parle beaucoup de Franck Picard, mais plein d'autres. C'est du vrai engagement physique. C'est bien beau les médailles, mais tu peux regarder ses médailles, mais tu peux aussi, s'il veut te les montrer, regarder ses genoux, quoi. T'es mieux au bistrot avec tes copains à clopouiller et à dire j'aimerais bien être médaillé olympique, ouais, mais si tu veux être médaillé olympique, tu vas et tu te pètes les genoux, quoi. Et là, il faut avoir une espèce de force. Alors, le gamin dans Albertville qui rêve que lui aussi deviendra un jour. Moi, je crois que les gamins dans Albertville, ils rêvent qu'ils deviendront un jour, comme tous les gamins d'aujourd'hui, très riches sans avoir bossé, ou très intelligents sans avoir lu, enfin très cultivés sans avoir bouquiné. Enfin, j'en sais rien. Espèce de facilité. Mais l'accès au sport n'a pas été l'accès au sport. Albertville n'est pas devenu une ville sportive après. Il n'y a pas eu une hausse. Enfin, je demanderais ça au maire, mais. Ouais, tu peux lui demander, mais Mais il n'y a pas. non, j'ai pas l'impression. Il y a quelqu'un en commentaire qui nous regarde, qui nous demande ça a duré combien de temps et les retombées économiques des jeux au réel, ça représente combien? Et parce que du coup, s'il n'y a pas eu d'héritage sportif, est-ce qu'il y a eu au moins un héritage économique? Est-ce qu'il n'y a pas eu trop de dettes? Est-ce que ça n'a pas plombé la ville après? Il faudra parler de ça avec le maire, lui, doit avoir des chiffres. Mais selon moi. De ton impression Ouais. C'était un petit peu le pansement sur la jambe de bois, c'est-à-dire que dans les années 90, la France elle a traversé une très très grosse crise. Il y a eu une crise énorme en France. Et nous, portés par les Jeux, on s'en est pas rendu compte tout de suite, mais la crise, on l'a pris de plein fouet. Au lendemain des Jeux, il y a eu des fermetures d'entreprises. L'euphorie est vite retombée. Ouais, non, mais il y a eu tous les gros groupes de travaux publics, notamment, se sont cassés la gueule. Enfin, on est tombé vraiment en pleine crise en 93. Donc, les retombées économiques, non, les retombées économiques, elles auraient pu être induites par les propositions qu'on aurait pu faire suite au jeu. À ce moment-là, de dire au monde entier, nous sommes une ville. On est capable de faire ça. Nous sommes une ville qui se trouve à la porte de toutes les stations de sport d'hiver. Nous sommes une ville qui a des capacités d'accueil qui ont été créées pendant les Jeux. Nous sommes une ville qui va faciliter ses moyens et ses connexions depuis les stations. Et nous sommes une ville qui est là, 30 km de Megève, 30 km de Méribel, 80 km de Val d'Isère, 70 km de La Plagne. Et ben voilà, j'ai un funiculaire qui part de la gare d'Albertville et qui monte à Megève. J'ai une télécabine qui part de la gare d'Albertville et qui monte ailleurs. Je suis une ville qui peut... Pourquoi pas? C'est des trucs un peu fous que je raconte, mais ok. Et si c'était pas le cas, ben, peut-être que je suis une ville au moins qui peut offrir un potentiel touristique, été comme hiver, à une clientèle, parce qu'il fallait aussi penser que il n'y a pas que l'hiver, la montagne. Maintenant, ils essayent de dire ah, la montagne, c'est beau l'été. Enfin, oui, ils auraient inventé, on le sait que la montagne, c'est beau l'été. Et qu'on respire bien l'été à la montagne et qu'on y est bien et tout. Voilà. Donc, retombées économiques, non, pour moi, pas directement. Elles se font plutôt sur le tard.
Il y a quelqu'un en commentaire qui dit que je venais d'inventer l'interview pieds nus à la montagne. Ouais, parce que justement, ça c'est les retombées des jeux. Et ben, C'est qu'il y a plus de chaussures. c'est que la vie est dure et que ben, en ce moment c'est des potes à moi qui ont les chaussures parce qu'ils travaillent et qu'on se les prête quoi. On en est là, hein, la vie est dure. Et puis dans un bon chalet à la montagne, dans la neige, on est tellement mieux, ça je vous le recommande, on est tellement mieux pieds nus. Hop, je vais redresser le cadre. Ah bah, c'est quand même... Est-ce que c'est pas trop mal? C'est pas trop mal. Alors j'ai un petit concept, je t'en avais pas parlé avant. Le concept c'est le premier et dernier. Donc des fois c'est au sens littéral du terme, littéralement la première fois, ton premier souvenir, et ça peut être une blague en mode la dernière chose que tu recommanderais à quelqu'un qui veut faire du ski. Est-ce que tu te souviens de ta première victoire? Donc toi tu as commencé par le rallye, est-ce que tu te souviens de ta première victoire? Ouais, Ça s'était passé comment? bien. Bien. Mm. Mais Mais au bout de combien de courses t'es arrivé à ta victoire? oh bah vite. Bah vite, ouais. Ouais. Je sais pas, c'était des petites victoires dans des petites catégories avec des petites bagnoles, mais ouais, vite. Pas la deuxième ou troisième course, Ah j'avais ouais. déjà eu la coupe, ouais. Et c'était quoi la coupe? C'était ton premier trophée, c'était... Oh, mais c'était des petites. Tu sais, il y a différentes disciplines dans le sport auto et c'était des petits rallyes régionaux dans lesquels on gagnait dans nos catégories. C'est très compliqué la bagnole, hein, Ouais. enfin le rallye. Bon, ils ont fait la Formule 1 qui est assez facile à comprendre. Enfin, Ouais. quand tu as vu qui était rentré dans les stands et ressorti du garage, tu arrives à peu près à comprendre les courses. Le rallye, c'est beaucoup de voitures dans beaucoup de disciplines, avec beaucoup de classes de cylindrée et tout. Donc, quand tu es petit, que tu commences, tu as des petites voitures et tu te bats dans ta classe de cylindrée. Ouais. Donc, c'est arrivé assez vite. Mais c'était pas l'essentiel. D'accord. Est-ce que tu te souviens de ta première course, c'était une première défaite? Tu l'as vu comment? Euh... Parce que tu me dis les deux premières courses. Les premières défaites, quand tu es dans cet état d'esprit, c'est soit tu vas gagner, soit tu vas te planter. Une alerte berger Il y australien. a une alerte berger australien, ouais. On n'a pas de chaussures, mais on a des bergers australiens. Voilà. Alors, le berger australien, c'est une copie conforme du berger savoyard. Et ne me demandez pas pourquoi il est australien, ça fait plus tendance. Il vient d'aussi loin. La première défaite, ouais, je me suis tapé un sapin. Et j'avais mis j'avais mis un t-shirt vert sous ma combinaison et ma mère m'avait dit t'es une italienne. Ah ouais. On porte pas de verre en voiture. D'accord. J'ai jamais remis de verre en voiture. Ça s'est bien passé après. Ouais. Bah, en voiture, j'en mettais plus. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui nous regarde qui nous demande si tu as déjà fait le trophée Andros conduite sur glace. Oui, mais les toutes premières courses. C'est vrai? Ouais. En fait, le trophée Andros a été créé par Max Mamers et il était pilote avant, Max Mamers, et j'ai couru contre Max Mamers à l'époque. Donc au début, il n'y avait pas de trophée Andros, il y avait des épreuves sur glace qui se passaient en France, à Chamonix notamment. Et j'avais gagné là-bas des courses. Et il y en avait quelques-unes en France, en Italie et partout. Et c'était les prémices du trophée Andros. Et j'ai couru une ou deux des premières épreuves du trophée Andros. C'était dans les années 88, 9, 10, 8. Sans faire. Ah bah la planète s'était pas réchauffée, mon brave monsieur. Il y avait de la glace à l'époque. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ta première émotion dans le sport? Ton premier souvenir émouvant, ton premier souvenir marquant dans le sport? Est-ce que je me souviens de mon souvenir? Non, c'est rien, si je me souviens de mes souvenirs. Moi, sont beaucoup de moments de copains. Le rallye à cette époque, c'était un peu un truc de sauvage. Chance et... Ouais, puis
On faisait, bon maintenant ça a été beaucoup réglementé, ce qui n'enlève rien, bien au contraire, au talent des gens qui le pratiquent. Parce que j'ai eu le plaisir dans une vie après et assez récente de m'y intéresser et de filer un bon coup de main à un bon petit gars qui a été vice-champion du monde de rallye l'année passée, c'est Thierry Neuville, le petit belge. Prodige on annonce un peu prodige de la WRC. Bon ouais, ultra rapide. Enfin, en tout cas, qui court tous les week-ends avec les Sébastien Ogier, les Lobes à une certaine époque. Et toujours. Ouais. Et toujours, qui vient de finir deuxième au Monte Carlo à 3 secondes de Ogier. Loeb qui vient de gagner le trophée Andros d'ailleurs. Ouais. Au Stade de France. Ouais. Bon, alors. Ouais. Bah, il est fort là. Bah, il a quelques kilomètres derrière lui quand même. Bon, après, j'ai pas beaucoup vu ce qui se passait au Stade de France, mais c'est lui qui a gagné donc. Apparemment. Ok. Mais Albertville, on n'a pas été au courant. Ça passe. Non. C'était pas dans le Dobé. On n'a pas trop su ça. C'était pas dans le Dobé. Suffit que t'aies pas un mec d'Albertville qui court le trophée Andros au Stade de France. Bon, c'est une jolie petite vitrine pour les gens qui. C'est un petit spectacle. Allez, je suis pas fan de ça. Trophée Andros? Non, pas du trophée Andros. De faire tout à tout prix ailleurs. À un moment, ils faisaient de la planche à voile au Parc des Princes. Putain. Je l'ai vu, hein. Ouais, j'ai vu la planche à voile au Parc des Princes, du trophée Andros. Alors, c'est pas parce que ça a marché avec le Supercross qu'il faut qu'ils se sentent tous obligés voilà. C'est très personnel, mais je suis pas fan d'amener des voitures sur des pannes glaces dans un stade alors qu'on nous fait chier tous les jours à faire attention à l'écologie, à la planète, au robinet d'eau et tout. Il y a un petit côté indécent, j'aime pas trop. En revanche, le trophée Andros, quand tu vas voir ça au milieu d'un beau circuit en neige, avec des gros murs de neige, des mecs qui regardent au bord de la piste avec un bonnet et tout, bon voilà, pourquoi pas. Mais Loeb leur a expliqué, donc, comme ça... J'espère que le message sera passé. La messe est dite. Est-ce que, toi, c'est une question que j'aurais dû te poser avant, mais est-ce que tu avais toujours le berger australien? C'est le même, ouais. C'est le même berger australien. Est-ce que tu avais des routines comme en tant que sportif, chacun a ses petites routines. Ouais. Certains. Des tocs. Des tocs, tu vois par exemple le t-shirt vert, t'en as plus jamais porté. Non, oui, non. Est-ce que tu. Oui, non, t'avais un chewing-gum, est-ce que tu faisais des pompes, est-ce que tu écoutais un morceau avant oui, des rituels, oui, ça te rassure, puisque tu as tellement peur. Tous les sportifs le font. Hein. Ouais. Bah oui, quand t'es. Mais toi, quand t'es en tête après une étape de la course, tu vas dormir à l'hôtel, le lendemain tu redémarres, tu changes pas de slip, hein, ils remettent tous le même. Ouais, on a tellement peur que ça change la vie que... ouais. Non, t'es plein de petits rituels comme ça qui te rassurent, hein, c'est des une espèce de toc. Hein. Ouais. Alors, tu veux connaître les miens? Bah, par exemple, tu me parlais de t-shirt vert. Ah oui, alors t-shirt vert, ça c'était banni. T-shirt vert, c'était banni. Quand on prenait le départ d'une spéciale, nous en rallye, c'était. Donc j'avais les mains sur le volant et c'était les départs comptés comme ça avec 4, 3, 2, 1, top. Mais avant ça, il fallait que j'avais donc mon copilote, lui il était prêt, je regardais son cahier et il fallait que je lui tape 2 fois sur le genou en lui disant ça Philippe, ok, il me disait oui, je passais la première, je remettais la première. Ça se faisait dans cet ordre-là. Tu avais une petite chorégraphie. Ouais. Un petit truc pour finir de te débrancher le cerveau parce que c'était un truc un peu rigolo. L'équipage T'as un pilote qui lui enlève son cerveau et qui le confie à un copilote qui lui dit ce qu'il faut faire. Et l'autre il fait que conduire comme un fou. Donc c'est un peu plus. Il faut quand même un peu réfléchir, mais c'est une manière de dire toi tu ne gardes que l'esprit de faire le mieux, de conduire bien, de te surpasser. Par contre, toutes les prises de décision c'est pas toi qui concernant la route, c'est ton copilote.
Donc quand tu lui dis, ça va Philippe, le mec il dit oui, ça va, je lui dis bon, je peux te donner ma cervelle, maintenant c'est parti. Du manque, ouais. C'est la base de la relation pilote-copilote. Ah, c'est extraordinaire, regarde ce qui arrive entre Sébastien Loeb et Daniel Elena, ils forment un couple. Ouais. C'est très très fusionnel, c'est Ouais. extraordinaire. Hein, c'est les couples célèbres en sport, bon, les patineurs, alors c'est mixte. Bah, ça peut être mixte aussi en rallye, moi j'ai couru aussi avec des filles, mais il se crée des choses extraordinaires. Ouais, sans doute quand tu joues en double en tennis, quand tu... C'est pas le même boulot. C'est pas le même job. C'est pas le même job. Puis à un moment où tu passes plus de temps avec un mec dans ta bagnole qu'avec ta femme à la maison. Quoi. Donc, comment on peut l'expliquer? C'est dur à expliquer à tes enfants. Ouais. Comme mon chien grogne encore. Je lis les commentaires. Mais déjà, ils sont contents que le fait que tu sois pieds nus, ça fait pas mal réagir. Demande si tu conduis pieds nus sur les pédales. Ah ouais, tu l'as déjà fait? Oh bah je le fais souvent, ouais. Tu l'as pas fait en rallye? Non, oh non, ça non, c'était non. interdit. C'était interdit et puis en rallye, il faut les pédales des voitures sont Brut. ouais. Puis souvent c'est chaud, Ouais. c'est très chaud. C'est peut-être Alors, pas forcément agréable. Ouais. Ouais, alors dans la godasse, on avait une semelle, Dur. une plaque de fer, tu vois, pour bien freiner. Mais à part ça, je suis vite pieds nus. On vit bien pieds nus, hein, faut croire. Hein. Faut pas croire. Bon bah merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon courage et Ouais. Demain rendez-vous avec intéressant. le maire d'Albertville. Je lis vos derniers commentaires. On dira la Il suite. y a une dernière question. C'était quoi ta pire peur pendant un rallye? Tu disais qu'il fallait être un peu trouillard pour. Ma pire peur pendant un rallye, c'est qu'il n'y en ait pas un suivant. Non, t'as pas peur. T'as pas peur. T'as pas peur du danger parce que t'as travaillé le danger, tu l'as intégré. C'est pas des peurs. Tes peurs, elles sont ailleurs. Tes peurs, c'est ne pas avoir un volant pour le rallye d'après. Tes peurs, c'est... Mais pas... on n'appelait pas ça des peurs, on appelait ça des chaleurs. Ouais. Alors ça, oui, on s'en faisait des chaleurs. Des coups de chaud. Ah oui, les coups de chaud, c'est quand... parfois ça glisse, ça va Petite trop goutte de loin. sueur, pendant le virage trop serré ou Puis t'as pas assez. la roue qui descend un peu dans le talus, puis ça revient. On appelait ça des chaleurs, mais Ouais. ça fait pas peur. Ouais. Voilà. D'accord. Nos peurs sont ailleurs. Quand tu fais des trucs, les gens qui font des sports à risque comme ça habitent avec la peur. Donc, faut pas dire qu'ils n'ont pas peur. Hein. Ils ont tous peur. Mais c'est justement tout le jeu d'arriver à vivre avec cette peur et de l'apprivoiser et d'en faire une compagne. Tu sais qu'elle est là et tu dois... c'est comme transformer du stress, c'est comme... La peur, elle est nécessaire, elle sublime. Et tu dis pas t'as pas peur, mais tu dis oh, je me suis fait une belle chaleur. Ouais, ça c'était des chaleurs, on appelait ça. Bon. Donc n'ayez pas peur et faites-vous des chaleurs. La bonne maxime. On conclut là-dessus. Ouais, on conclut là-dessus. Ben écoute, il y a plein de gens qui te remercient. Merci. Gabriel dit merci beaucoup, je suis ta chaîne. Regarde, j'invente pas, je suis pas Non, youtubeur. C'est génial, merci Monsieur Zolini. Merci à vous. Bah, c'est bien. Pas mal, hein. Bah, ouais. On est bon. Hein. N'ayez pas peur. Faites-vous des chaleurs. C'est beau ça. C'est pas. Ouais, c'est J'avais sympa. pas prévu, je pense, et longue vie au projet, c'est bien hein, ça. Il aime bien. Il aime Merci bien. Hugo. Demain, on se donne rendez-vous aux environs de 10h avec le maire d'Albertville pour parler de tout ça, des Jeux Olympiques et du reste. Je vous dis